Claude Giraud, vous avez eu la vocation très tôt, ça a commencé très tôt pour vous à Clermont-Ferrand avec votre oncle qui vous amenait dans ces salles de cinéma. Là, c'était le coup de... Toujours eu la passion, tentée par la beauté, enfin ça a l'air un peu prétentieux, mais c'est vrai très appelé par la lecture de certains textes. Je suis d'ailleurs beaucoup plus sensible à la lecture d'essais, de choses de ce style-là, plutôt que des romans. Donc j'ai toujours été... tenté de me plonger dans la lecture de poèmes, de textes. Et très tôt, très jeune, et découvrant ce métier par le cinéma, grâce à mon oncle, en effet, qui avait des cinémas à Clermont-Ferrand, et une époque, à la grande époque du cinéma, de l'âge d'or du cinéma américain. Donc j'ai découvert tous ces grands acteurs, Gary Cooper, Cary Grant et tout. Je dois dire que je dois cette envie d'aborder ce métier à Gérard Philipe et à Jean Marais, que j'ai admiré beaucoup à l'époque et que j'ai été voir au théâtre. Bien sûr, à Paris, j'allais au TNP à l'époque, j'ai vu tous les spectacles du TNP, le Prince de Hombourg, le Cid, enfin tous les Caprices de Marianne, tous les spectacles de Villard aussi. J'étais un fou du TNP. J'aurais pu d'ailleurs à l'époque, c'est marrant parce que la destinée après vous fait réfléchir à certaines choses. Je ne connaissais âme qui vive dans ce métier, donc j'allais à Paris dès que je le pouvais, j'allais au théâtre, voir donc entre autres au TNP tous les spectacles du TNP, et puis sur le boulevard aussi, j'ai vu Jean Marais, donc ça m'a vraiment donné envie d'aborder ce métier, de faire ce métier, et j'ai donc été par hasard beaucoup plus au TNP qu'à la Comédie Française par exemple, et je me rappelle avoir vu Pierre Freinet, j'avais été voir Pierre Freinet au Culot. Il jouait une pièce de Roussin à l'époque, Les œufs de l'autruche. Et j'avais été le voir dans sa loge en coulisses. Et Freinet, très gentil, me dit un moment, après avoir bavardé un petit peu, il me dit, vous avez un texte, vous voulez me dire un texte? Alors j'ai dit, écoutez, non, j'avais trop peur. Et alors, en bavardant, il me dit, écoutez, moi, je vous conseille d'aller voir... parce que je ne connaissais personne pour commencer à travailler, il me dit d'aller voir Henri Roland. Et je lui dis qui? J'ai vu dans son œil qui était effaré, car Henri Roland, que j'ai connu après, que j'ai eu comme professeur, était un immense acteur de la Comédie Française, sociétaire du Français, qui était le créateur de certaines pièces de Monterland, le Cardinal de l'Espagne, enfin, qui était un homme admirable d'une culture sans précédent, et ayant joué un 10 heures de vers. Je me rappelle l'avoir entendu dire à une soirée politique organisée par Dusan à l'époque, dire Beaux endormis de Victor Hugo, et Ruth se demandait immobile, à demi sous ses voiles, quel Dieu, quel moissonneur de l'éternalité avait en s'en allant négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. À la fin de ce poème, il y avait dans la salle un silence, mais quelque chose d'extraordinaire, avant que les gens sortent de cette émotion pour applaudir. C'était un 10 heures extraordinaire. Berthe Bovy, enfin j'ai eu la chance de rencontrer les professeurs extraordinaires, Berthe Bovy et Jean de Bucourt. Donc c'est auprès de ces gens-là que j'ai appris et continué à aimer et à découvrir. Actuellement, il y a une telle profusion, il y a pléthore de comédiens, il y a des spectacles qui se jouent partout, mais il n'y a plus les références qu'on avait, les références authentiques, visuelles, décisives qu'on pouvait avoir à l'époque en allant voir jouer la comédie par un homme comme Henri Roland ou Jean Marchat ou Escande, enfin des gens extraordinaires. Marais, aller voir des gens comme ça au théâtre, et en se disant, mon Dieu, le jour où on pourra jouer la comédie comme eux, on avait cette espèce d'exemple vivant sous les yeux, et qui était sanctifié par la plupart des gens, par les critiques à l'époque. On se disait, donc ça me rassure par rapport... On avait cette espèce de possibilité d'être rassuré quant à certaines opinions qu'on se forgeait sur le métier, sur les acteurs, alors que maintenant, c'est pas pour dire du mal des gens, mais il n'y a plus ces références-là. C'est un peu n'importe quoi. C'est bien une réouverture à tout, mais il y a quand même certaines règles de départ, certaines techniques que comporte ce métier que les gens n'apprennent plus, qu'on leur inculte plus. Je me souviens d'une réflexion de Berthe Bovy que j'ai mis longtemps à assimiler, à comprendre. Il disait, mon petit, à note unique, à situation unique, note unique, c'est-à-dire c'est une manière d'essayer de retraduire dans le métier, à travers les textes qu'on a à dire, quelquefois une réplique de 30 vers, qui comporte le même sens, avec des appoggiatures, des parenthèses, mais pour finir
par une pensée qui se termine au 30e vers. Et jusqu'au 30e vers, on doit soutenir une pensée, une manière de défendre ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire de parler en soutenant une note sans que ce soit forcément voulu. Là, je m'entends parce que j'ai l'habitude, mais soutenu qui fait que tant qu'on n'a pas fini sa péroraison, on ne ferme pas sa note. Et c'est ce que voulait dire cette femme, à situation unique, note unique, et elle faisait ça. Elle disait les fables de La Fontaine, mais comme personne, ce qui est le plus difficile à dire, avec ça, en partant de cette moralité, qui, comme quand on rend... Enfin, je m'embarque dans des explications qui vont vous ennuyer, mais c'est vrai que dans la vie, quand tout d'un coup vous rencontrez un incident, une contrariété importante, et que vous arrivez chez vous fou furieux en disant, tu sais pas, je rencontré quel con, ce mec qui m'a dit ci, qui m'a dit ça, et à partir d'un état, d'un sentiment, les fables de La Fontaine, c'est ça, il faut partir d'une moralité et partant de cette moralité, avoir envie de raconter une chose. J'ai lu dans quelques endroits, le meunier son fils et l'âne, enfin des choses, on s'embarque dans une situation en racontant des choses par rapport à un état, un sentiment sur lequel on s'appuie par l'existence d'une moralité qui peut être d'ailleurs au début comme à la fin, peu importe, de la fable, mais il faut toujours s'appuyer là-dessus, et elle dirait. Alors là-dessus, évidemment, il faut une technique parce que les vers irréguliers de La Fontaine, sublimissime vers versification de La Fontaine, il faut les respecter. Il y a des lois à respecter, des réaccentuations, des liaisons qu'il ne faut pas faire, d'autres qu'il faut faire indispensablement. Enfin, tout ça relève d'une technique que malheureusement, je vois, on n'enseigne plus beaucoup, quoi. Enfin, il y a Jean-Laurent Cochet, qui est encore un professeur admirable et avec lequel j'ai travaillé beaucoup, qui est un très bon ami, que je ne vois plus maintenant, mais qui est quelqu'un qui avait ce flambeau comme ça à transmettre de grands aînés que nous avons côtoyés, les Jouvet, les Jean Meyer, tous ces gens-là, les Bovy, enfin voilà. Et où demeurent-ils exactement, ces amis qui ont la rougeole? Ah oui, où ils demeurent exactement. Vous me demandez, cher cousin, où ils demeurent exactement. Bien, c'est bien simple, ils demeurent exactement dans les environs de Brighton, je crois. Vous croyez, cher cousin? Bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Qui? Votre couteau. Comment? Non, vous regardez votre couteau et vous dites bizarre. Alors je croyais que... Moi j'ai dit bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre. Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. C'est un métier que j'adore toujours et que j'aimerais continuer à faire, mais là, depuis plusieurs années, j'ai eu de gros problèmes. Donc, j'ai pris une distance et je ne sais pas si j'aurai l'occasion de retravailler à nouveau au théâtre, ce que j'aimerais. Il y a des rôles qui s'éloignent en me disant « Merde, ça y est, j'ai fini. Je ne jouerai jamais Arnolphe de l'école des femmes. J'aurais adoré jouer ce rôle-là. Othello, que je n'ai jamais joué. J'aurais adoré jouer ce rôle-là, mais c'est fini parce que j'ai plus la carrure et le physique pour ça maintenant. Claude Giraud, vous êtes vraiment le comédien dans toute sa splendeur, avec toutes ses facettes, qui en a fait craquer plus d'une. Bon, on rappelle un tout petit peu Angélique, les Rois maudits, les Compagnons de Jéhu, Alexandre Dumas, donc référence, le papa dans Sébastien parmi les hommes. Qu'est-ce que vous pensez à ce propos, avec l'expérience que vous avez, la vision donc, qu'est-ce que vous pensez de cette recrudescence des séries des années 60 qui reviennent complètement au goût du jour, ces films que l'on dit cultes, Rabbi Jacob entre autres? Oui. Écoutez, les séries à l'époque c'était une formule assez mal vue. J'avoue, quand j'ai tourné Les Compagnons de Jéhu, à l'époque, le feuilleton était un peu mésestimé. C'est-à-dire, on disait, participer à un feuilleton, c'est pas une grande émission dramatique de l'époque qui passait quelquefois, qu'on enregistrait en direct. J'en avais fait à l'époque. Mais bon, je l'ai fait avec beaucoup de joie. Ces Compagnons de Jéhu, Sébastien parmi les hommes. Vous savez, le métier est fait de 1000 choses qu'il ne faut pas refuser, à mon avis. C'est difficile de rester chez soi en attendant une proposition qui, quelquefois, arrive très tardivement ou rarement. Donc, en attendant, si on a des propositions
de tournage de films, de télévision, de doublage. Il m'est arrivé de faire beaucoup de doublage aussi. Même très connu pour ça, on pourra en parler après. Ah ouais, enfin bon, c'est une manière de s'exercer, si vous voulez, plutôt que de rester chez soi. On apprend toujours en doublage. Il m'a été donné de doubler des très grands acteurs. On foule, on est con, on panique comme une horde d'animaux, et tu le sais. N'oublie pas qu'il y a 1500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était le centre de l'univers. N'oublie pas qu'il y a 500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était plate. Il y a moins de 20 minutes, tu étais sûr toi-même qu'on était seul sur cette planète. Quand on voit ces gens-là jouer la comédie, on voit en général une boucle, on fait ça en boucle, c'est-à-dire le film est découpé en petits bouts, puis on repasse, donc on fait ça par petits bouts. Vous avez l'occasion donc de revoir 3 fois, 4 fois la même scène, et les revoyant, en ce moment-là, on se dit, moi je me dis à l'époque, ah tiens, il a fait ça comme ça, moi je l'aurais pas fait comme ça, mais j'ai eu tort, j'ai appris ça. Nous n'étions pas supposés être là et nous assassinions un général contre lequel nous n'étions pas officiellement en guerre. D'ailleurs, nous n'étions pas officiellement en guerre contre le Nord-Vietnam, mais... Ça veut dire non? Je vous en prie, arrêtez. On a peu de temps. Le président admet que Bishop est des nôtres. Il jure que ce n'est pas un espion. Ça calme le jeu et on a le temps de négocier. Vous êtes réputé pour être un des plus proches comédiens, qui soit du comédien à la version originale de la VO. Je me suis toujours efforcé de respecter non seulement le talent des acteurs qu'on a à doubler. Redford est un acteur monumental, extraordinaire, dont je vous dis, on perçoit tout d'un coup chaque chose, c'est lui, est décidé à l'avance. On s'en rend compte en le voyant 3 ou 4 fois, mais il a la science de faire oublier la construction de tout ça. Donc si, en plan un peu éloigné, vous le voyez croiser la jambe, passer une jambe sur l'autre, il y a une raison à ça. Rien n'est laissé au hasard. Il est extraordinairement précis dans tous ces abords de personnages. Et donc on apprend toujours, on se dit, bah tiens, je m'en souviendrai, ça, il a fait ça comme ça, je garde ça dans ma tête, si jamais je vais m'en souvenir. Tout en sachant que rien ne vaut la version originale. Vous êtes proche de Tommy Lee Jones aussi, vous aimez bien Tommy Lee Jones. Acteur extraordinaire, je trouve, qui a, pour moi, avec Burton, que j'ai jamais doublé. J'ai doublé Virginia Woolf, mais je doublais le rôle de Nick, de l'autre, le rôle masculin. Mais Burton et Tommy Lee Jones sont les deux acteurs que je connaisse, enfin que j'ai souvent observés, auprès desquels on éprouve cette admiration de la force qu'ils inculquent. On a l'impression que chaque sentiment, chaque réplique qui contienne une pensée, un sentiment, un état, ils expriment ça avec une force, mais inouïe, quoi. Ils ne font rien, pourtant. This something new for you, son? Shut up! Shut your goddamn mouth! Hey, fine. No problem. There's the cash register, and right up there is the television camera. And there's a nice full face shot. How about a profile? Look, there's a couple of ways we can do this. I told you to shut up! Fine. I'm just saying you got to think these things through. You don't just come walking into some place, waving a gun around, and expect the world to put up with that. It's not acceptable behavior. Yeah? Are you gonna stop me? Hell no. Go right ahead. Probably got a minute or two. Maybe you don't. Just trying to help you, son. The boy's got a bad attitude. On a l'impression qu'ils ne font rien, Burton. Mais Burton, c'est la voix de Burton. On dit, mais mon Dieu, avoir cette voix-là, cette voix au théâtre, je ne l'ai jamais vu jouer au théâtre, malheureusement. Il a joué beaucoup Hamlet, beaucoup de Shakespeare et tout ça. C'était un immense acteur de théâtre. Donc ça devait être comme Laurence Olivier aussi. Laurence Olivier, c'est mon Dieu. J'ai rencontré une fois, j'avais été le voir au National à Londres, jouer une pièce, et on avait été le voir avec un ami, avec Alain Feydeau, qui parlait mieux anglais que moi, donc qui m'était d'un grand secours pour parler avec lui. Donc on avait été le voir après la représentation. Et je lui avais dit dans un anglais épouvantable, je lui ai dit, vous êtes notre Dieu, mais c'est vrai, Olivier, c'est le discours de Saint-Crépin dans Henri V, les Hamlet, c'est extraordinaire. My father's brother, but no more like my father than I to Hercules. Within a month, she married. Oh, most wicked speed to post with such dexterity to incestuous sheets. It is not, nor it cannot come to good.
but break my heart, for I must hold my tongue. On voit ça, on se dit, mais comment peut-on avoir ce talent de jouer Hamlet comme ça, de le diriger comme metteur en scène. Enfin, bref, heureusement, il y a des gens, enfin heureusement, il y a beaucoup de gens admirables, beaucoup de gens admirables, grâce auxquels on a eu confirmation de ce qu'on a pu penser dans la manière d'aborder le métier pour être rassuré. Notre ami Claude Giraud, l'inoubliable interprète de Langlois dans le film Un roi sans divertissement, va aujourd'hui être Gide, et non pas Giono, une question de génération aussi. Et Éric Chalier sera la voix de Giono. Cette édition de la correspondance Gide Giono est véritablement un événement. Alors pourquoi est-ce un événement? Parce que ça rassemble au niveau de l'espace papier deux grands écrivains, les deux grands G, Gide et Giono, deux écrivains que tout finalement séparait a priori. Mais en fait, quand on lit cette correspondance, on s'aperçoit qu'il y a véritablement des terrains d'entente. Mon amitié pour Jean Giono ne date pas d'hier. Si je suis demeuré assez longtemps sans le connaître, je me pique d'avoir été requis par lui dès ses débuts. D'avoir été l'un des premiers écouteurs de ses premiers écrits. Je me souviens d'une soirée de Pontigny, en 1928, où je donnais lecture devant quelques attentifs rassemblés, des plus marquantes pages de Colline qui venaient de paraître en revue. Il y avait là bien plus et bien mieux qu'un simple don verbal, une vigueur, un relief surprenant, une joie contagieuse, une sûreté de touche, de dessin, une originalité saisissante. Et cette sorte d'étrangeté naturelle qui toujours accompagne la sincérité lorsqu'elle échappe aux ornières de la convention, étonne d'abord, puis bientôt triomphe de la résistance. Pourtant les hôtesses sont douces, aux auberges bordées de neige. Pourtant patientes les épouses que les enfants ont prises au piège. Claude Giraud, vous interprétez Langlois dans Un rôle sans divertissement de Jean Giono. De quelle façon est-ce que vous avez eu ce contact avec Jean Giono? Je ne connaissais pas Jean Giono, enfin je le connaissais par ses œuvres, ses écrits bien sûr, mais je ne le connaissais pas personnellement, donc je suis venu après des essais passés avec la production, sous l'égide de la production. Donc j'ai été choisi à la suite d'essais pour jouer le rôle, pour tourner le film. Et à la suite de ça, je suis venu le voir ici, le visiter chez lui dans sa maison. Et j'ai découvert cet homme extraordinaire dont je garde un souvenir fabuleux, d'acuité, d'intelligence, de cet œil bleu perçant, plein d'humour et en même temps très attachant. Enfin, c'est un personnage extraordinaire que j'ai eu beaucoup de plaisir à connaître, à mieux connaître que je ne le connaissais par ses écrits différents, enfin, ce que j'avais pu lire à l'époque. Cher monsieur Gide, j'attendais de vous savoir à Paris pour vous y écrire. Le vent donc est venu du nord et vous a poussé vers Toulon. J'espère que vous n'y avez pas eu trop chaud. Ici, à certaines nuits, on entendait monter des plaines, une haleine torride de blé coupé et de soleil. Il n'y avait pas assez des sapins et des torrents pour rafraîchir. Et je vous savais là-bas. J'espère qu'une autre année, vous me ferez l'amitié de venir connaître Beaumugne et sa fraîcheur. Pour l'instant, je vous écris du petit bois où j'ai planté ma chaise longue. Il fait un petit vent tout allègre qui court avec un morceau de glace aux dents. C'est pour vous donner des regrets. Votre lettre, comme toutes vos lettres, m'a donné de grandes joies pour toute cette sollicitude dont vous m'entourez et de laquelle je me sens un peu indigne. Je vous devrai donc tous mes élans. Je n'ai pas encore écrit le scénario d'Anne Beaumugne, mais j'y ai pensé et j'en vois la possibilité de plus en plus. Dès les premiers jours de Saint-Julien et sitôt les bénéfices de la fraîcheur, j'ai écrit à Grasset et à Brun. Mes lettres visaient à peu près ce que vous savez. Elles étaient assez sèches, désagréables à souhait,
Je pensais qu'après ça, Grasset continuerait à faire son capitaine de chasseur alpin et déchirerait le contrat. Il ne me restait plus qu'à pavoiser. Eh bien non. Je vous adresse en même temps la copie de la lettre de Grasset lui-même, celle de Brun délayée en 3 pages les mêmes choses, et des protestations, et des assurances d'amour, et des serments, les grandes orgues. J'ai répondu avec la même sécheresse que la première lettre. Ils se sont figurés jusqu'à présent d'avoir affaire à un naïf. Je vous ai dit que Brun devait venir me voir en septembre. Je l'attends. Rien ne m'est plus désagréable que de savoir une baume-ugne dans leurs mains. Comment vous remercier de tout ce que vous faites pour moi? Mon amitié, que vous avez tout entière et sans réserve. Me permettrez-vous de vous dire la prochaine fois, cher ami, et non plus cher monsieur Gide, qui me paraît maintenant trop lointain, notre bonne amitié à tous, de maman, de ma femme, la mienne, Jean Giono. Ça fait plusieurs fois que je participe grâce à Jacques Mény, qui est un garçon que j'ai aussi connu grâce à Giono, puisqu'il a fait le Mystère Giono, un documentaire sur l'écrivain, auquel j'ai participé puisqu'il a fait appel à moi. Et j'ai été extrêmement ravi de répondre à ses propositions pour enregistrer des textes de Giono. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à chaque fois participer à des enregistrements concernant les œuvres de Giono qui sont absolument géniales, inépuisables, qu'on relit, qu'on redécouvre. Je ne connais pas tout malheureusement parce que c'est un torrent d'écriture et on y passe sa vie à relire ces choses-là. Donc c'est une joie toujours renouvelée que de me replonger là-dedans. Il m'a été souvent d'ailleurs donné de le faire pour j'avais fait un montage poétique de textes qui vont de Marguerite Duras à Giono, en passant par Genevois, des tas de poètes, qui s'appelait Arbre de vie, qui était un spectacle poétique. Alors peut-être quelques petits mots d'explication là-dessus, parce que c'est assez particulier comme genre de spectacle. Pour avoir pratiqué souvent des soirées poétiques, je me suis dit, j'avais envie d'adjoindre au texte, aux mots, la musique et la chanson. Donc, je me suis dit, j'ai toujours pensé, aussi pour l'avoir pratiqué et éprouvé dans des soirées poétiques, non pas soporifiques, mais au bout d'un moment, selon la construction, quelquefois les gens commencent le nez leur tombe et ils se disent, bon, on s'emmerde un peu. Alors que je me suis dit, avec un support, un dénominateur commun, qui était par exemple dans le spectacle Arbre de vie, qui était le thème de l'arbre, qui ne veut pas dire que tous les textes parlaient d'arbres, mais enfin ça avait trait à ça, c'est-à-dire de la naissance, de la mort, jusqu'à l'enterrement de la croyance en Dieu, des oiseaux, de la foi, enfin tout ce qu'on voudra. Donc ça permettait de faire une espèce de parcours d'une vie d'homme à travers ce symbole de l'arbre. Et grâce à ça, je pensais, ça m'a été prouvé par le spectacle quand je le jouais, les gens étaient sidérés en me disant « écoutez, on est venu, la poésie, ça nous embête un peu, mais on est venu, oh là là, quelle merveille, parce qu'on écoute ça, on suit ça. » Évidemment, seulement le montage, c'était 3 ans de travail quand même, de recherche. Donc voilà, ça démarrait par des textes et puis il fallait enchaîner quelquefois cut avec une chanson. Enfin, ça a été tout un travail de mise au point avec François Robert sur le plan de la musique qui a été un travail passionnant. J'adorerais continuer à faire ça. J'avais fait un autre montage que j'avais rodé un petit peu sans péjoratif, mais en croisière théâtrale sur le Mermoz auquel je participais souvent avec Robert Manuel à l'époque. Et j'avais fait un autre montage qui s'appelle Amour fauve, qui parle, bien sûr, comme son nom l'indique, des relations entre l'homme et la femme, avec des textes aussi émanant d'auteurs. Mais c'est fou, quand le 20e, je me sens plongé un peu là-dedans par la nécessité de lire ces correspondances de Gide, relire des choses du 20e, mais c'est extraordinaire de 20e, 21e, de voir le foisonnement des génies poétiques en France. Mais inouï, les textes de Desnos, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, on a envie. Bon, évidemment, il faut avoir l'envie de ça, mais bon, c'est mon cas en tout cas. J'adore dire des textes, faire entendre. Mais bon, ça demande beaucoup d'énergie, c'est sûr. Alors qu'il commence à me quitter un peu, je le regrette. Enfin voilà. Écoutez, voilà.
Merci à vous, merci de l'attention que vous me portez. Et puis peut-être à bientôt, j'espère. J'espère, on verra avec Jacques s'il me fait la gentillesse de faire appel à moi à nouveau. Merci à vous en tout cas. Vous ne l'avez point apporté avec... Laissez votre téléphone à la police. Ils arrêteront Farès et ils vous laisseront rentrer chez vous. La police. Elle me livrera à mon gouvernement et à ses marmouches. Marmouche? Tueur. Farès? Le colonel Farès. Mais alors, tout le monde est contre vous? Non, le peuple est avec moi. Et on ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut très bien. Moi, à mon usine, je lui mente toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Le peuple. Nous balayerons toute cette pourriture. Si ce soir j'arrive dans mon pays, demain je suis Premier ministre. Premier ministre? Mais vous savez que je suis très heureux de serrer le revolver de Premier ministre. Je t'ai envoyé des fleurs chaque jour, tu les as reçues? Non. Et mes bijoux? Non. Le marchandage du coffret, c'était pour te sauver, tu le sais. Non. Mais tu sais quand même que c'est moi qui t'ai fait venir ici. Non. Et tu ne soupçonnais pas que j'allais demander ta main au roi? Non. Alors tu ne sais rien. Même pas si tu m'aimes. Non. Ça ne te fatigue pas de dire non? Non. Bon. Tu n'as plus qu'à t'en aller. Non.